Bonjour et bienvenue sur le podcast Ultra Talk. Cet épisode fait partie de la capsule dédiée à Race Cross France 6e édition, le sommet du cyclisme ultra-distance. Dans cette capsule, nous mettons en avant des femmes et des hommes qui ont eu l'audace de s'aligner au départ de cette incroyable aventure cycliste, que ce soit 300, 500 000 ou 2500 km. La grande distance s'élance du Touquet pour 2500 km à travers les paysages de France. Depuis Megève pour le 1000 km ou encore depuis Saint-Jean-en-Royan dans le Vercors pour le 500 km. Et tous les participants du 300 km feront une formidable boucle au départ et à l'arrivée de Mandelieu-la-Napoule, une destination exceptionnelle que tous les participants de toutes les distances vont tenter de relier. Nous souhaitons également exprimer nos sincères remerciements à nos partenaires qui nous ont soutenus sur cet événement. Un grand merci à Van Rissel, notre presenting partner, mais aussi à Assos, Komoot, The Beam, Gollum, Bollé et Olifat pour leur précieux soutien. Nous vous invitons à écouter les témoignages inspirants de ces femmes, de ces hommes et à découvrir les défis, les émotions et les victoires personnelles qu'ils ont vécues lors de leur préparation sur Race Cross France 2023. Restez à l'écoute pour les nouvelles capsules passionnantes qui sortent donc chaque jour et continuez à suivre l'aventure Race Cross France sur racecrossfrance.cc où vous pouvez suivre et même commenter l'évolution des participants en live. Bonne écoute et à très bientôt. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir une athlète polyvalente et déterminée, Amélie Barbetta. Amélie a commencé sa carrière sportive en tant que joueuse de football, se formant d'abord à l'Asvel, puis à l'Olympique Lyonnais. Elle a fait ses débuts en première division lors de la saison 2008-2009 avec l'AS Saint-Étienne, mais Amélie ne s'est pas contentée d'exceller sur les terrains de football. Avec une passion pour les défis physiques et les dépassements de soi, Amélie se lance maintenant dans le monde de l'ultra-distance en acceptant le défi impressionnant de Race Cross France 1000 km. Cette épreuve intense mettra à l'épreuve sa résistance mentale, son endurance physique et sa détermination sans faille. Au-delà de ses exploits sportifs, Amélie est une source d'inspiration pour de nombreux adeptes de l'ultra-distance. Son parcours de footballeuse, son expérience en compétition internationale puisqu'elle a porté plusieurs fois le maillot de l'équipe de France de football et sa transition vers les courses d'endurance témoignent de sa volonté inébranlable de relever de nouveaux défis et de repousser ses propres limites. Dans cet épisode, nous aurons l'opportunité de découvrir le parcours exceptionnel d'Amélie, ses motivations profondes et les défis qu'elle a su surmonter pour se préparer à Race Cross France 1000 km. Préparez-vous à être captivé alors que nous plongeons dans l'histoire inspirante d'Amélie, une athlète qui repousse constamment ses limites et défie les attentes. Êtes-vous prêt à suivre son parcours extraordinaire ? Installez-vous confortablement et préparez-vous à une conversation passionnante avec Amélie Barbetta qui se lance le défi ultime de Race Cross France 1000 km. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Écoute, à quelques jours du départ, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi, écouter un petit peu ton parcours. Pourquoi t'es inscrite sur le 1000 km de Race Cross France, savoir ce que tu es venu chercher, comment tu as appréhendé la course, comment tu as préparé l'épreuve et quelles sont les stratégies que tu as pu mettre en place. Mais avant tout, et comme je le fais à chaque fois, Amélie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs du podcast Ultra Talk ? Et oui, bonjour à tous. Moi c'est Amélie. J'ai 32 ans. Je me suis mise au vélo il y a une bonne dizaine d'années, après avoir fait du foot à haut niveau pendant toute ma jeunesse et jusqu'à 21 ans. Je pratique le vélo. Alors à la base, c'était plus pour du loisir et puis finalement, je fais quelques compétitions comme ci, comme ça. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir participer au concours des machines. Du coup, c'est un concours qui est réalisé par les artisans du cycle. Et donc, moi, j'ai participé avec le cadreur de Soum, qui est Rémi Couderc. Et en fait, du coup, je me suis beaucoup entraînée pour faire le Paris-Roubaix l'année dernière. Et une fois lancée dans l'entraînement, en voyant une vidéo de la Race Cross France, je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Voilà. Bon.
Écoute, en tout cas, bonne présentation. Alors effectivement, tu as parlé du foot. On va ouvrir la parenthèse et la fermer très rapidement, mais juste pour dire aux auditeurs qui nous écoutent que voilà, Amélie, elle a quand même porté le maillot de l'équipe de France. Donc ça a été une footballeuse internationale qui a porté les couleurs de notre pays. Donc voilà, c'est toujours valorisant. Je ne sais pas si on peut dire le mot, mais c'est toujours intéressant de connaître le passé des sportifs qui sont au départ de Race Cross France. Et une fois encore, ça prouve bien que ça vient de tous les horizons. Puisque tu verras dans la capsule qui est la capsule Ultra Talk Race Cross France qui est diffusée depuis le 22 juin jusqu'au 10 juillet, chaque jour un portrait d'un homme, d'une femme qui est au départ de Race Cross France, et très clairement ça vient de tous les horizons. Donc voilà, je referme juste la parenthèse de ton passé de sportive et de footballeuse au niveau international. Alors, la RAF, tu l'as expliqué, tu as vu cette publication, tu t'es dit pourquoi pas, mais quand tu avais le choix entre plusieurs distances, 300, 500, 1000 et 2500 km, pourquoi avoir choisi le 1000 km qui a un dénivelé un tout petit peu plus de 20 000? Certes, le tracé a été légèrement modifié cette année de par certains travaux, de par certaines obligations de passage, on va dire ça comme ça. Et donc, il y aura des nouveaux cols cette année, des cols en moins, mais aussi des nouveaux cols à découvrir. Donc, Amélie, ma question, c'est pourquoi le 1000 km sur Race Cross France? Eh ben, parce que du coup, le concours des machines, c'était 220 km. Et je me suis dit, j'ai regardé les différents parcours qu'il y avait. Et en fait, ça me plaisait de partir de Megève et d'arriver sur la côte en traversant les Alpes. Pour moi, c'était juste le rêve. Du coup, et ça correspond bien au vélo que j'aime. Donc, je me suis dit, ça sera la mienne. J'avais envie à la fois de faire les Alpes du Nord, mais à la fois les Alpes du Sud. Donc, c'était la mine. Là, tu auras l'occasion. Voilà, c'était effectivement l'occasion de pouvoir t'aventurer dans les sommets alpins. Et comment est-ce que tu as appréhendé donc là, au moment où on enregistre, on est à une semaine du départ de la grande distance. Donc ça veut dire 10 jours, 11 jours de ton départ à toi sur le 1000 km de Megève. Qu'est-ce que tu as mis en place en amont? Là, je pense que ça peut intéresser toutes les personnes qui se posent beaucoup de questions sur est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais oser franchir le pas? Est-ce que je suis prêt ou pas? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour être le 27 juin sur la place de l'église à Megève, prête pour te lancer dans cette aventure? Alors, déjà, je me suis beaucoup entraînée cet hiver. J'ai fait quand même un gros hiver à passer beaucoup de temps sur mon vélo, malgré le froid, la pluie, le vent, les mauvaises conditions. Parce que je savais que je me suis inscrite en novembre tout de suite quasi aux inscriptions. Donc, j'ai eu le temps de préparer ça. Ouais. Ça a été un bel objectif cet hiver en même temps. C'est intéressant. Oui. C'est ce qui fait d'anticiper très très tôt une aventure aussi importante que celle-ci. C'est que c'est un vrai, on va dire, une motivation dans les journées de pluie, dans les moments difficiles de l'hiver, de garder un cap sur l'entraînement. Ouais, complètement. C'est toujours, du coup, il y a toujours un objectif qui permet de te dire, bon, allez, j'y vais, je sais pourquoi j'y vais, et c'est pour arriver en forme, et j'aurais fait ce que j'ai pu pour le jour du départ. Après, il y a la sortie d'hiver où du coup, ça a été un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué. Où des fois, la motivation, elle peut baisser un petit peu, donc je m'étais fixé des cyclosportives aussi pour essayer de me donner du rythme, voir où j'en étais dans la préparation, et puis pouvoir s'éclater, parce que moi, je fais du vélo pour le plaisir, et les courses, c'est aussi du plaisir, donc voilà, ça m'a permis de toujours me stimuler à me dire, là, j'ai ça qui arrive, donc allez, il faut s'entraîner, il faut y aller à fond. Donc, j'ai passé beaucoup d'heures en selle. Et est-ce que tu est-ce que tu résides dans une région où il y a des cols ou pas du tout? Ah oui, alors du coup, j'habite à Oloron-Sainte-Marie, et c'est au piémont des Pyrénées. Donc, j'ai l'Aubis, j'ai Marie-Blanque, j'ai le Soudet, j'ai la Pierre-Saint-Martin, j'ai Bagargui, j'ai le Port de la Raux, enfin, j'ai tous ces cols-là à proximité, donc c'est une chance incroyable quand on aime faire de la montagne. Clairement. Alors, je dis ça, je dis rien, mais quand tu évoques tous ces cols, je me dis que moi, je serai un cycliste ultra-distance, j'aurais hâte que le parcours 2024 soit dévoilé. Voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, quand tu m'évoques ces cols-là, moi je me dis que je serai cycliste, j'aurais hâte de connaître la destination de 2024 de Race Cross France, et puis je m'arrêterai là. Et mon autre question, donc effectivement, quand tu
le but de ma question d'avant, c'était de savoir si tu avais le coup de pédale, le fameux coup de pédale qui est très spécifique quand on est dans l'école, d'écoles qui sont très longs. Donc vraisemblablement, de par ta région, très clairement, tu as ce fameux coup de pédale. Et l'autre question, parce que c'est des projets qui sont engageants, est-ce qu'avec la préparation, où tu l'as dit, tu as augmenté les kilomètres, comment est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre vie perso, vie professionnelle si importante? Alors, en fait, j'ai eu beaucoup de on va dire dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai perdu mon travail. J'ai arrêté mon travail il y a 2 ans, à la période du Covid. Et du coup, j'étais en reconversion professionnelle et toute cette partie, en fait, m'a laissé à la fois beaucoup de temps pour pouvoir rouler. Du coup, là, j'ai alterné des périodes où j'ai travaillé à temps plein, puis des fois, j'étais à mi-temps. Et à la fois, des fois, j'avais le temps d'aller rouler avant le boulot. Du coup, ben, tout ça a fait que je me suis réorganisée et j'ai pu continuer à rouler beaucoup. Après, j'ai pas d'enfant, donc c'est quand même une énorme contrainte en moi et je suis assez libre de me dire, bah là, je peux aller rouler, là. Et mon conjoint, il fait aussi un peu de vélo et il a fond dans le projet, donc ça, c'est aussi une chance parce que sans ça, en fait, tu mets ta vie perso de côté, ça c'est sûr. Ouais, disons que c'est un vrai, j'en parle régulièrement, mais c'est un deal que tu passes avec ton conjoint ou ta conjointe, très clairement. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer dans ce type d'aventure de manière très égoïste, ou si tu le fais, tu prends quand même un gros risque. Ouais. Tu prends quand même un gros risque. Donc c'est top. Si ton conjoint va te suivre, s'il a fond dans le projet, il sera présent peut-être au départ ou à l'arrivée. Et non, lui, il fait les estimes l'été, donc lui, il sera à la montagne. C'est sa Donc il va grande suivre ça à dépense distance. quand j'arriverai, ouais. Voilà. Il va suivre ça à distance Oui. sur son application et poursuivre les mouvements de ton GPS. Est-ce qu'il y a... j'ai également d'autres questions sur ta préparation parce qu'on sait que l'importance de l'alimentation dans la longue distance. Et toi, comment est-ce que tu appréhendes ce poste-là, alimentation, hydratation? Vous allez partir... on a quelques indications météo déjà, même si le départ est assez loin. On travaille avec un météorologue. Donc au moment où l'épisode est diffusé, tu vas être à quelques minutes, si ce n'est déjà fait, de t'élancer sur cette distance. Mais on sait que, en tout cas pour les 2500, la météo va être relativement chaude la fin de semaine, donc le week-end juste avant où tu vas t'élancer. Comment toi, tu as géré ta stratégie d'alimentation? Alors moi, ça, c'est mon gros point faible sur lequel j'ai dû beaucoup travailler. Parce que bon, mon sport initial, j'avais pas ces problèmes d'alimentation. Il n'y a pas du tout les mêmes soucis là sur du sport d'endurance et de fond. C'est sûr qu'il a fallu que je me mette à l'alimentation. Du coup, tout au long de ma préparation, en fait, j'ai quand même un coach que j'avais déjà avant, qui m'entraîne, qui me fait des entraînements et qui m'a un peu coaché aussi sur l'alimentation. Du coup, moi, j'ai trouvé à peu près ce qui me semble bien pour moi. Je me prépare des energy balls, en fait. Et c'est moi qui me les fais et je sais à peu près tous les combien de temps j'en prends et tous les combien de temps j'en ai besoin. Et du coup, comme j'ai regardé le dernier direct, j'ai vu qu'on avait le droit au ravito sur les bases de vie. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, je fais juste une petite parenthèse. Merci de le préciser, mais on a vraiment voulu communiquer ça parce que le but, c'est de ne pas isoler le participant. Vous êtes déjà sur vos vélos, seul, c'est difficile. Et le but d'avoir fait des bases de vie, c'est vraiment que ce soit un lieu où les personnes puissent venir retrouver le coureur et vivre l'épreuve avec lui. Parce que généralement, les membres de la famille ont subi, je dis bien, ont un peu subi quand même tout l'hiver la préparation, le printemps, la préparation, l'éloignement, les kilomètres, le stress aussi probablement. Et donc le but du jeu, c'est que les familles vivent de manière très sportive, très intense, voilà, des moments forts, et donc viennent sur ces bases de vie supporter les coureurs, encourager, apporter de l'alimentation, pourquoi pas, nettoyer un vélo, pourquoi pas. Le but, c'est que ce soit le même vélo. Attention, qu'on ne me pose pas la question, est-ce qu'on peut changer de vélo sur une base de vie? Non, sinon ça serait de l'assistance, pure et dure. Mais en tout cas, le but, c'est, puis les vélos sont contrôlés aussi, donc le but, c'est vraiment d'apporter, vous pouvez avoir sur les bases de vie de l'assistance. Donc si je comprends bien ce que tu dis, Amélie, c'est que tu vas utiliser en tout cas cette possibilité-là. Oui, ouais. Du coup, pour le coup, j'ai la chance d'avoir mes parents et le père de mon conjoint qui vont venir sur les bases de vie. Et du Génial. coup, ils vont me préparer mes petites boulettes, mes energy balls et voilà. Comme ça, je sais que je vais tenir Génial. un bon moment là-dessus, quoi.
Et mentalement, c'est quelque chose qui te rassure? Ouais, complètement, parce que j'avais écouté un ultra talk et j'avais entendu une participante où justement pour elle, toute la logistique de se dire, bah, si j'abandonne, mais là, si j'arrive pas au bon moment et tout ça, bah, en fait, moi, j'ai pas trop ce souci-là parce que je sais que j'ai de la famille à disposition. Et en fait, tout ça, ça Alors, t'enlève un si ma poids mémoire est énorme. bonne, si ma mémoire est bonne, c'est l'épisode avec Julia Favero. Certainement, oui. Ouais, Julia Favero, effectivement, qui s'était lancée dans l'aventure, et j'avais fait un épisode comme je le fais avec toi, où je mettais en avant une personnalité qui est au départ de l'épreuve. Et Julia Favero, effectivement, nous expliquait qui, l'année d'avant, avait abandonné, elle avait abandonné en partie parce qu'elle se posait sur le vélo des tas de questions à savoir si elle abandonnait, comment elle allait faire, comment elle allait se retrouver, qui allait venir la chercher. Et que ça avait été pour elle un combat psychologique qui lui a fait quelque part perdre les pédales. Et je comprends parfaitement ce que tu viens de dire en disant, bah, moi, je suis rassuré. Je n'ai pas ces questions-là à me poser puisque je sais que ma famille sera sur les bases de vie et donc, bah, effectivement, si j'ai un problème sur le chemin, sera capable de me récupérer en cas de problème. Donc ça, c'est c'est un vrai confort hein, quand on se lance et qu'on a déjà cette partie logistique qui est résolue. C'est quand même un gros point en moins. Et oui, bah, mon seul objectif, c'est de me dire, j'arrive à Mandelieu et en fait, il n'y a pas d'autre option possible. Enfin, je l'espère, mais en tout cas, j'ai que ça en tête, quoi. Bon, ça c'est intéressant. Et puis je fais un parallèle, mais tu as parlé de l'alimentation, qui était un point que tu as dû travailler parce que qui ne devait pas être travaillé de la même manière dans le sport que tu pratiquais. Le sujet où je veux t'emmener, Amélie, c'est sur la partie mentale, où on sait que le mental, dans ce sport d'endurance, il y a des hauts, il y aura des hauts, il y aura des bas, qu'il faut savoir les gérer. Est-ce que cette partie-là, par contre, du fait de ton statut de joueuse professionnelle, on n'en a pas là avant d'ouvrir les micros, mais les statuts ont évolué, mais au moment, à l'époque où tu étais à l'international et que tu portais le maillot de l'équipe de France, les statuts professionnels n'étaient encore pas comme c'était pas les mêmes d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Les statuts étaient différents. Est-ce que le mental de la joueuse de haut niveau va t'aider à faire la part des choses entre les moments d'euphorie, les moments de difficulté? Bah, je pense, oui, puis j'espère surtout. Mais après, par contre, il y a vraiment un côté collectif qui était hyper important. Et du coup, bah, les jours où tu étais moins bien, finalement, tu as toujours ce collectif qui te porte et qui t'emmène dans tes retranchements et à te dire, bon, non, là, je suis pas toute seule, faut vraiment que j'y aille, faut que je sois à fond. C'est ce que j'ai le moins en vélo. Mais Alors, comment tu vas gérer ça, justement? Est-ce que tu as développé des stratégies pour mentalement essayer de toujours rester concentré, efficace, motivé? mais ouais, je sais que en fait, faut pas que je bascule dans l'euphorie les moments où je sais que je vais être super bien et que le vélo, je vais me dire c'est trop chouette. Mais ça, j'arrive des fois à le refaire aussi à l'entraînement, où des fois, je me sens super bien. Bah, l'autre fois, par exemple, j'y suis pas arrivée, je suis allée monter au bis. J'étais trop bien, je devais pas faire une séance à fond. Bah, j'ai fait une séance à fond, mais voilà. Et du coup, il y a plein de fois où je me canalise, où je me dis, bon, allez, là, faut vraiment que je reste dans ma zone de confort et que je dépasse pas. Et à la fois, hier, je suis allée faire le soudé et puis j'en ai bavé. Et voilà, je me suis dit, bah là, il faut pédaler, puis il faut attendre. Et moi, j'ai tendance toujours à me dire, bah, qu'est-ce que c'est un jour dans une vie, en fait? Quand j'en bave, je me dis, bah, c'est un jour. Puis là, je sais que ça sera certainement que quelques heures pour avoir des moments meilleurs. Donc, je pense que c'est ce qui va Ouais, m'aider à très tenir clairement. et à avancer. Mais c'est vrai que c'est le gros avantage de la région là où tu habites. Donc, quand tu décris des cols, vous pouvez en quelques minutes passer d'un col à un autre, recouper, redescendre, aller chercher un autre col. C'est vraiment une région formidable. Mais pour revenir au mental, effectivement, je vois qu'il y a un petit peu d'expérience au moment d'euphorie. Alors c'est top, hein. Les moments d'euphorie, c'est génial. C'est un peu ce qu'on va chercher aussi. Tellement le bien-être est là. Mais généralement, après le moment d'euphorie, voilà, c'est pour ça qu'il faut avec l'expérience, réussir à le détecter, ce moment d'euphorie. Bon, profiter quelques minutes, mais faut faire attention, il faut vraiment le canaliser tout de suite, parce que quand on ne le canalise pas, bah, le moment d'euphorie va s'arrêter naturellement, et là, la descente, elle est assez violente, et généralement, si ce n'est pas canalisé, après ce moment d'euphorie, bah, là, tu vas être au fond du seau, hein, très clairement, assez rapidement, et donc, bah, mieux tu canalises en fait ce moment d'euphorie, bah, moins la descente sera brutale et violente, et donc
tu réussis, alors tu n'auras jamais quelque chose de plat, hein, mais on Oui. va dire que cette sinusoïde, les pics seront beaucoup moins espacés et donc il y aura un peu plus de gestion dans l'effort. Et au niveau du matériel, Amélie, comment est-ce que tu t'es équipé? Comment est-ce que tu as fait évoluer ton matériel depuis le concours des machines jusqu'à Race Cross France? Alors, le vélo, il n'a pas tant changé que ça sera le même que le concours des machines. J'ai gardé pour le moment la même fourche qui me va bien, parce qu'en fait, il y a la lumière qui est adaptée. Enfin, Rémi m'avait positionné des inserts, donc du Ok. coup, c'est tout prévu. J'ai la sacoche de cadre qui est vissée, donc c'est parfait. Après, je pense que je vais être plus lourde que certains, parce que j'aime quand même le petit confort de dormir sur un matelas. Je vois qu'il y en a qui prennent pas de duvet, qui prennent pas de matelas. Bon, moi, c'est un premier essai, donc je préfère la jouer un peu plus, me rajouter du poids, parce que je sais que j'ai un peu de marge Oui, et aussi puis tu sais, en col. et puis tu sais, sur ces distances-là, c'est quoi ton matelas? Il est à quoi? 300 grammes? Oui, oui, 200 je suis grammes? en light, hein. Ouais. Voilà. Donc, tu sais, pour passer une nuit un peu meilleure, ou en tout cas, ce qui va te rassurer, Mm. 250 grammes, 200 grammes, Oui, oui, voilà. ouais. Je pense que pour bien dormir, si c'est ce qui va te rassurer dans ton effort, c'est nécessaire. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai préféré, je pense que je serais un peu plus lourde que ce que sont peut-être les autres, mais je sais que je pars assez sereine et qu'il ne manquera rien, même en cas de froid ou de pépins ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai une sacoche arrière. Et bon, moi, j'ai opté pour les prolongateurs parce que mon cintre n'est pas bien large. Du coup, pour avoir un confort de pouvoir mettre mes mains comme je veux, j'ai mis une sacoche sur les prolongateurs. Je me dis qu'ils me serviront bien de temps en temps. Oui, oui, forcément. Forcément, peut-être, alors peut-être pas dans l'école, mais sur les Non. moments de transition, dans les vallées, surtout notamment cette année avec les petites modifs qu'on a fait, il n'y a pas les heures à monter, on va passer vers Chambéry pour aller chercher la Madeleine. Donc là, effectivement, c'est des choses qui peuvent être utilisées. Et même si tu es habitué à la montagne, Amélie, quelle est ta relation avec le froid? Parce que tu l'as dit que tu avais pris du textile justement spécifique. Vous allez probablement passer des cols de nuit. Quelle est ta relation avec le froid, la montagne? Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse ou est-ce que c'est quelque chose qui ne t'angoisse pas du tout parce que tu sais que tu sauras gérer ta stratégie de la meilleure des manières? Et non, oui, ça me stresse pas trop. Le froid, c'est pas quelque chose qui m'embête plus que ça. Et pareil, cet hiver, j'ai beaucoup roulé le matin avant d'aller au travail. Donc, des fois, j'étais à 6h30 sur le vélo et en fait, il faisait noir, il faisait froid. Donc, je me dis que mon corps s'est aussi acclimaté à ce genre de conditions. Et la dernière fois, je suis allée faire Port de Laro et je me suis pris un temps affreux. Et j'étais en condition de la raf. J'avais pris mes affaires pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et je sais que j'aurai une doudoune, ma Gore-Tex, et avec ça, je suis quand même vraiment, je suis pas inquiète, quoi. Je sais que j'ai suffisamment. J'ai des petits gants qui feront largement l'affaire. Et après, j'aurai les pieds mouillés, les pieds froids, mais ça, c'est ouais, très, très grave. Ça me Bon, de toute dérange façon, pas. au moment du départ, on vous en renvoyait des bulletins météo, ce genre de choses. Donc ça, vous aurez des informations sur est-ce que vous allez avoir chaud, est-ce que vous allez avoir froid, est-ce qu'il va pleuvoir. Ça, c'est tout à fait possible et ça te permettra éventuellement de faire des petites Mm. modifications de dernière minute. Est-ce que tu as une stratégie également sur, comment dire, est-ce que tu as une stratégie vraiment, une tactique, je ne sais pas si on peut dire ça, d'arrêt de repos? Est-ce que tu sais si tu vas t'arrêter toutes les nuits? Est-ce que tu sais si tu veux bivouaquer, si tu veux profiter des bases de vie, aller en motel? Est-ce que cette stratégie-là, tu l'as déjà posée en fonction de l'étude que tu as probablement faite du parcours? Alors, je suis définie sur rien parce que je me dis que ce que je vais prévoir, ça se passera pas de cette manière-là. Donc, Oui, parfois c'est vrai, c'est vrai. non, mais je me dis surtout aussi, ça va beaucoup dépendre de la météo. Parce que si la météo est favorable les premiers jours et que derrière on sait qu'on va avoir peut-être un temps un peu moins bon, je vais peut-être en profiter pour avancer beaucoup les premiers jours. Moi, j'aimerais quand même me garder une base de sommeil. Je m'étais dit que j'essayerais de dormir 4 heures par 24 heures. Après, est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce que je sais pas, je crois que je laisse libre cours à la course et aux événements. Après, les bases de vie, je pense m'en servir. Peut-être pas Saint-Jean-Royan parce que je crois que ça tombe pas très bien sur selon comment je découpe mon parcours.
je suis pas encore fixée. En fait, j'ai plein d'options. Donc, selon les C'est options bien. Et ben ça, c'est top en fait. C'est top qui d'avoir vont se plusieurs options parce dérouler, que comme tu l'as dit en ultra, il y a les choses que tu planifies, il y a la stratégie que tu envisages, et puis il y a la réalité. Il y a la réalité du terrain. Et parfois, c'est une crevaison qui peut tout changer. Parfois, c'est autre chose, la météo. Et le fait d'avoir plusieurs options, ça aussi, on parlait du confort, de la charge mentale tout à l'heure. Plus tu as d'options, bah, c'est quand même hyper serein. Ça te permet d'orienter en fonction justement de la situation dans laquelle tu es, de l'heure à laquelle tu passes sur ce point-là, mm, bah, de prendre une décision sur notamment tes arrêts. Donc, plus tu as identifié d'options, mieux c'est. mm. Alors après, par contre, je sais que je dormirai pas. Alors, sauf si vraiment j'en ressens le besoin, mais je pense pas me prendre d'hôtel ou de. Moi, mon idée, c'est vraiment de faire du bivouac et de l'autonomie, Total. surtout. Ouais, vraiment de Ouais, gérer ton évolution. ouais, Ouais. c'est ça. Et de me dire que bah, si à un moment il est 13h et que bah, j'ai envie de faire une sieste, bah, je la fais et je repars. Sachant que j'aime bien rouler de nuit, moi, c'est quelque chose que j'affectionne. Donc, je pense que je vais aussi essayer d'en profiter un petit peu. C'est quoi? C'est une roue dynamo que tu as installée? Non, non, c'est à batterie. C'est la batterie, ok. Ouais. Parce que c'est vrai que l'éclairage, c'est primordial, hein. Je pense que si tu es habitué à écouter les épisodes, l'éclairage, et j'ai souvent insisté dans les différents lives que j'ai pu faire sur Race Cross, justement, c'est hyper important pour le confort. Alors, pour la sécurité, bien évidemment, mais surtout pour le confort visuel. Et plus tu as un éclairage qui est efficace, bah, moins tu vas tirer sur ton regard, et donc la fatigue. Et moi, pour des expériences personnelles, au début, j'avais un éclairage qui n'était pas efficace du tout, et en fait, je vivais mal la nuit, c'est-à-dire que je n'appréciais pas de rouler de nuit. Et à compter du moment où j'ai été équipé par une lampe efficace, bah alors là, c'est un autre monde en fait. Mm. C'est-à-dire que là, tu profites vraiment de rouler de nuit parce que tu vois là où tu roules, Eh oui. et c'est super plaisant. Et toi, le fait de rouler de nuit, ce n'est pas quelque chose qui t'effraie, au contraire, tu attends ça avec impatience parce que tu sais que tu vas profiter. Ouais, 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 c'est vraiment. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ces moments où tu roules de nuit. J'allais au travail à vélo et en fait, l'hiver, bah, je partais de nuit et j'ai des super moments dans souvenir alors que je faisais que 10 kilomètres, mais j'avais l'impression d'avoir voyagé pour aller jusqu'au travail, quoi. C'était vraiment chouette. Donc, je pense qu'il y a cette expérience qui est restée positive et du coup, j'ai eu des expériences positives de nuit. Donc, Mais c'est vrai que la vitesse n'est pas la même. ouais, Enfin, en tout cas, on a la sensation que la vitesse est différente. Parfois, la nuit, on a l'impression d'aller très très vite. ouais. Et au final, on va pas très vite. Et parfois, c'est l'inverse. Mais en tout cas, oui, ayant moins de repères visuels, la relation à la vitesse est totalement différente. Et puis, ben, si avec un petit peu de chance, il suffit qu'il y ait une belle nuit étoilée, alors là, Voilà, mm, voilà, c'est magique. Très clairement, c'est magique. Là, pour le coup, on parle de vitesse, mais c'est tellement magique que très souvent, tu oublies aussi la relation avec le temps. C'est-à-dire que tu sais plus depuis trop combien de temps tu as roulé parce que bah, tu as t'as le nez dans les étoiles et tu regardes la pleine lune et tu regardes les étoiles. Parfois, tu as la chance d'avoir quelques étoiles filantes. Donc, c'est vrai que de rouler de nuit, c'est quand même très important. En fait, vous allez partir à Megève en matinée. Est-ce que toi, dans ta stratégie, tu te dis je roule jusqu'à ce que j'ai sommeil, puis si ça passe à travers la nuit, c'est très bien, ou est-ce que tu te dis la première nuit déjà, si je peux sécuriser une heure, 2 heures ou 4 heures de sommeil, je le fais? Et oui, je suis plus partie dans cette optique-là de me dire d'essayer d'avancer, mais par contre, de peut-être me faire un petit break quand même sur la première nuit, parce que sachant que c'est ma première expérience aussi, je veux aussi pas me brûler les ailes et plutôt assurer que Ouais, bien sûr. subir Bah, c'est la bonne finalement décision. la fin de la C'est la course. bonne décision, ouais. Tu connais très probablement, tu connais ta vitesse moyenne en fonction du dénivelé, parce que tu sais à combien tu roules en montagne, tu habites dans ces régions-là, dans les Pyrénées. Donc, par rapport au kilométrage et par rapport au dénivelé, est-ce que tu saurais comme ça nous dire qu'en partant mardi matin à 10h36, tu espères arriver dans tel ou tel créneau à Mandelieu? Ben, j'aimerais bien le faire en 4 jours, mais après, bon, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que, en soi, si je me brûle pas les ailes, certainement ça peut être réalisable. Après, est-ce que le physique voudra et est-ce que mon mental surtout voudra?
Ça, c'est une autre question, on verra. Bon, écoute, en tout cas, on espère que tu seras parmi nous à la finisher party samedi fin d'après-midi, samedi soir à Mandelieu, la Napoule, qui est le lieu d'arrivée de toutes les distances. On arrive sur la fin de l'épisode. Amélie, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette aventure? Et puis, quel message tu souhaiterais faire passer? Me souhaiter de prendre du plaisir tout le long et de vivre une super expérience. Et après, moi, j'ai juste envie de dire à tout le monde que je pense que tout est possible dans la vie et que, en fait, si on a envie de choses, il faut y aller et il faut pas se poser de questions. Et la vie, elle fait souvent bien les choses, donc allons-y, profitons-en. Allons-y, profitons-en. En tout cas, c'est un très bel état d'esprit. Donc, je rappelle, pour toutes les personnes qui veulent suivre Amélie sur l'évolution de son parcours sur Race Cross France, 1000 km. Donc 1000 km départ, 10h36 le mardi 27. C'est l'heure de départ puisque tous les participants vont partir toutes les 30 secondes. Donc en solo. Départ donc de la place de l'église à Megève, 10h36 mardi 27 pour 1000 km à travers les Alpes du Nord mais aussi du Sud, comme tu l'as dit, après un passage à la base de vie de Saint-Jean-en-Royan pour une petite pause, où vous pouvez venir la supporter, la voir. Vous pouvez également vous mettre sur les bords de la route si vous souhaitez la voir passer et l'encourager, n'hésitez pas. Et puis, elle va tenter de relier effectivement Mandelieu à Napoule en moins de 5 jours. Et vous pouvez suivre son évolution sur le site racecrossfrance.cc. Un grand merci à toi, Amélie, pour ton temps, pour nous avoir partagé ton parcours, ta préparation, très intéressant également. Et puis, on espère que beaucoup de personnes qui ont écouté cet épisode te témoigneront leur admiration face au défi dans lequel tu te lances. Et puis, pour savoir si Amélie va réaliser son défi, suivez-nous sur les réseaux. On pourra partager cela. Un grand merci à toi, Amélie. Je te souhaite une bonne fin de préparation, puisque là, au moment où on enregistre, on est dans le Money Time. Et puis, je te retrouverai à Megève et puis on se verra sur la ligne de départ. Un grand merci à toi, en tout cas, pour ton temps et bonne fin de préparation et belle aventure. Merci Arnaud, merci pour l'invitation. Merci d'avoir suivi ce podcast dédié à Race Cross France. Nous espérons que ces témoignages inspirants de femmes et d'hommes courageux qui ont relevé le défi de parcourir des milliers de kilomètres incroyables ont su vous captiver. Race Cross France est bien plus qu'une simple épreuve de cyclisme. C'est une aventure qui pousse les limites physiques et mentales des participants. Nous sommes fiers de tous ceux qui ont eu le courage de se lancer dans cette aventure unique. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires. Van Rissel, notre presenting partner, Assos, Komoot, The Beam, Bollé, Gollum et Olifat pour leur soutien inestimable ainsi qu'aux villes qui nous ont considérablement aidés dans la mise en place de l'événement. Leur engagement et leur collaboration ont été essentiels pour la réussite de Race Cross France 2023. Nous vous invitons à rester connectés pour découvrir d'autres épisodes de notre podcast, à les partager à votre entourage. Ces épisodes qui mettent en lumière des histoires passionnantes autour de notre événement sportif captivant. Continuez à vivre pleinement votre passion pour le cyclisme et à vous fixer de nouveaux objectifs audacieux. Vous aussi, vous pouvez relever des défis extraordinaires et repousser vos limites. Merci encore de nous accompagner dans cette aventure. Restez à l'écoute pour de nouvelles inspirations et des découvertes sportives. À très bientôt sur le podcast Ultra Talk.